rencontre autour de l'histoire de l'art et c'est à Sorgues que nous sommes en compagnie d'une jeune femme conservateur et chef de service des collections du Centre Pompidou de Paris, Ariane Coulondre, qui vient avec nous ce soir pour animer une conférence autour de deux artistes. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview pour nous parler de cette histoire que je pense qui vous a sensibilisé. Une histoire entre deux artistes qui ont marqué l'histoire de l'art moderne, Georges Braque et Pablo Picasso, qui notamment ont vécu pendant quelques mois à Sorgues en 1912. Absolument. C'est un moment qui est peut-être un peu méconnu. On connaît bien les noms de Georges Braque et de Pablo Picasso. On sait un peu moins qu'ils sont venus à Sorgues et que pendant ce séjour, ils ont vraiment inventé des nouveaux moyens de représenter le monde. La conférence que je vais donner ce soir à Sorgues, justement, va développer cette histoire. C'est l'histoire de deux hommes, de deux amis, de deux peintres. C'est une histoire humaine, une histoire artistique. C'est l'histoire d'un véritable dialogue artistique entre deux grands maîtres de la peinture. On les connaît aujourd'hui individuellement. Entre 1907 et 1914, il y a un moment de convergence, de collaboration extrêmement féconde entre ces deux artistes qui sont très jeunes à l'époque. Ils ont 26 ans quand ils se rencontrent. Nous, c'est vrai que quand on pense à Picasso, on voit plutôt ce grand maître, ce monstre de la peinture. À l'époque, Picasso est tout jeune. Il a rencontré Braque à Paris, puisqu'ils sont tous les deux à Montmartre. Et ils vont, à partir de 1908, rapidement travailler ensemble, en collaboration, et se stimuler l'un l'autre. C'est-à-dire que chacun, regardant les peintures de l'autre et essayant de tirer des choses, de prendre ce qu'il y a de meilleur et puis d'avancer. C'est ainsi une sorte de ping-pong, une sorte de dialogue créatif au cours de ces années qui va certainement culminer à Sorgues lors du séjour de l'été 1912. Alors c'est effectivement, comme vous le disiez, peu de personnes connaissent cette histoire. Comment êtes-vous arrivé à venir à animer cette conférence sur la ville de Sorgues ? Eh bien, très simplement, en fait, j'ai réalisé une conférence au Grand Palais dans le cadre de l'exposition Braque, qui avait lieu donc il y a quelques mois. Grande exposition rétrospective Braque qui a montré toute l'étendue de l'art de cet artiste. J'ai eu la chance de pouvoir proposer une conférence sur les liens entre Braque et Picasso. Et à l'occasion de cette conférence, j'ai rencontré la directrice de l'association Pica-Braque qui se trouve ici à Sorgues, qui m'a invitée à venir la donner ici à Sorgues directement, ce qui évidemment a beaucoup de sens pour moi. Alors, quel est le lien entre ces deux artistes concernant l'histoire de l'art ? Vous parlez ils ont été très proches l'un et l'autre pendant certaines années, ils se sont observés aussi, et puis peut-être de leur observation est né un art particulier qui est celui de l'art cubique, le cubisme exactement. Oui, tout à fait. Il faut se remettre un peu dans le contexte du début du XXe siècle. C'est une période de renouvellement profond de la création qui vient finalement du contexte complètement nouveau dans lequel se trouvent ces artistes. Il faut imaginer que le début du XXe siècle, on en est très loin maintenant, c'était il y a un siècle. La photographie est née 50 ans avant, le cinéma à la fin du 19e siècle. C'est l'époque où apparaissent tous ces moyens de transport, le train, l'automobile, l'avion. Les médias commencent à se développer, on a la ville qui se transforme, c'est toute l'époque de la révolution industrielle qui vraiment va changer le contexte quotidien des gens. Et la question va se poser pour tous les artistes, finalement, de l'avant-garde, de trouver des nouveaux moyens de représenter ce monde qui est en changement, qui est un monde dans lequel tout va très vite, qui est un monde dans lequel la photographie et le cinéma apportent des moyens extrêmement fidèles de représentation de la réalité.
Et donc les peintres, les sculpteurs vont essayer de trouver des nouveaux moyens de répondre à cette situation de rivalité avec le cinéma et la photographie. Et ainsi, Braque et Picasso sont dans une période de recherche. Vraiment, ils sont tous les deux, ils se tournent vers des modèles qui sont, qui ne sont pas académiques. Ils rompent avec ces conventions d'un art très classique qui serait dans une représentation fidèle avec, disons, un point de vue unique, toute la représentation qu'on connaît avec une profondeur perspectiviste. Et ils vont justement, dans ce contexte de vitesse, de simultanéité des sensations, essayer d'inventer un art qui permet de ressentir. Braque disait « je veux qu'on puisse toucher l'objet ». Donc on n'est plus dans un art strictement de représentation visuelle qui chercherait à un réalisme de vision, mais ce que Apollinaire a appelé un réalisme de conception, c'est-à-dire ce que l'on sait d'un objet. Cela peut être une guitare, cela peut être une figure, un paysage. C'est un art qui permet de rentrer en quelque sorte en profondeur avec son sujet, de tourner autour. C'est vrai qu'on a très souvent simplifié ce que c'était que le cubisme avec ce mot de cube qui a été écrit en 1908 par un critique d'art à propos des œuvres de Braque. C'est évidemment un terme très réducteur qui est passé à la postérité et qu'on utilise aujourd'hui. Le cubisme, ce n'est pas que une peinture avec des cubes. C'est beaucoup plus que ça, évidemment. C'est une manière d'appréhender un sujet en essayant de le cerner. De le cerner à la fois dans son espace, c'est-à-dire en tournant autour, en le montrant sous différentes facettes, mais également de le cerner, je dirais, psychologiquement, de rentrer à l'intérieur. Et quand on voit la démarche de Braque et Picasso, on voit bien que petit à petit, cette volonté de rentrer dans le sujet va les mener à une forme très proche d'abstraction. Et ce qui se passe à Sorgues, c'est tout d'un coup une sorte de réaction face à ce risque, on pourrait dire, d'une abstraction complète. Et ils vont trouver des manières, puisqu'ils sont très attachés à la réalité, ils ne sont pas des peintres abstraits, de réintroduire une forme de réalité, notamment avec le papier collé qui apporte de la couleur, qui apporte de la texture et qui, évidemment, apporte une forme de réalité, on peut avoir du faux bois, on peut avoir une partition, on peut avoir des éléments qui tout d'un coup sont tirés du réel. Alors c'est en même temps quelque part une sorte de décalage par rapport à l'histoire du temps, l'histoire de l'art, à travers cette génération qui les suit parmi les autres artistes. Quelle est la critique qui est issue de ce nouvel art ? Alors, le cubisme va susciter des réactions d'hostilité à l'origine. Ce qui est tout à fait intéressant dans l'histoire du cubisme, c'est qu'elle est plurielle, en fait. Il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire de Braque et Picasso et il y a l'histoire des artistes qui vont les suivre et qui vont exposer leurs œuvres et qu'on appelle les cubistes de salon, puisqu'il y a à l'époque deux moments forts pour les jeunes artistes. Il y a le salon d'automne et le salon des indépendants, qui sont un peu les grandes expositions de l'année, chaque année, qui montrent la création actuelle. Et Braque et Picasso, finalement, eux, exposent très peu. Donc, ils sont assez protégés, on va dire, de cette critique. Ils sont protégés parce qu'il faut le dire, ils ont un marchand qui s'appelle Daniel-Henri Kahnweiler, qui va les soutenir, qui va signer un contrat d'exclusivité et qui va leur donner un salaire mensuel pour toute leur création. Donc, c'est-à-dire qu'ils reçoivent un salaire et en échange, il leur envoie tous les tableaux qu'ils vont pouvoir produire. Donc, c'était un effet vraiment très privilégié à cette époque-là pour un artiste peintre, parce qu'on a plutôt tendance à... Enfin, la réalité, à cette époque-là, c'est plus les artistes qui ont du mal à vivre de leurs œuvres. Et là, recevoir un salaire mensuel, c'est vraiment le futur avancé. Absolument. Non, mais le rôle des marchands a été décisif, et notamment Daniel-Henri Kahnweiler a un rôle majeur dans
la liberté qu'il offre à ces artistes, effectivement, ce sont des artistes qui ne roulent pas sur l'or. On sait qu'au bateau Lavoir, à Montmartre, là où ils se sont rencontrés, ils sont dans des conditions de vie qui sont très précaires. Ils mangent pas tous les jours à leur faim. Enfin, Braque et Picasso sont des jeunes artistes qui vont consacrer toute leur énergie à peindre, et ils vont avoir effectivement cette chance de rencontrer un marchand qui les soutient. Ce n'est pas le cas des autres artistes. Et pour reprendre ce sujet de la réception, cela va faire aussi que le cubisme va être perçu par le public à travers finalement les descendants ou les suiveurs, on va dire, de Braque et Picasso. Braque expose à plusieurs reprises quand même en 1908 dans les salons. Et il va, pour cette raison, être considéré comme un disciple de Picasso. Parce que Picasso n'exposant pas, il y a une sorte de mythologie d'un artiste qui serait assez virtuose, mais dont on ne connaît pas les œuvres, et qui, ayant inventé le cubisme, disons, l'a transmis à travers les artistes qui sont présents dans les salons. Alors pourtant, de nos jours, il y a quand même un déséquilibre entre la perception de ces deux artistes, puisque on connaît plus le nom de Picasso. Braque, bon, on le connaît pour certains peut-être plus puristes de l'histoire de l'art. Comment expliquez-vous cela? C'est vrai qu'on a affaire ici à deux personnalités radicalement différentes. Je pense que ce sont incontestablement des grands maîtres de la peinture tous les deux. Mais dès le départ, en fait, justement, leur marchand, Daniel-Henri Kahnweiler, va dire que tous les opposent. Braque et Picasso, on peut insister on peut presque les mettre en miroir. Braque, il vient du Havre, il est fils de peintre décorateur, donc un métier d'artisanat. Il monte à Paris, se forme dans une académie privée. C'est un artiste qui va travailler assez lentement et qui va être d'un tempérament calme, mesuré, très loin du tempérament de Picasso que l'on connaît, qui au contraire, donc lui, né en Espagne, espagnol, virtuose dès ses débuts. Il est fils d'un peintre, d'un professeur de peinture, donc il apprend tout jeune à dessiner, à peindre, et il va très vite maîtriser cette technique. Et puis, il va passer par l'École des Beaux-Arts de Barcelone. Donc, il a cette formation classique. En fait, ils sont tous les deux tout à fait antagonistes, à la fois par leur origine géographique, sociale, par leur tempérament aussi. Picasso étant un tempérament assez volcanique et qui va, je pense, assez rapidement trouver sa place au sein de l'univers médiatique. C'est comme Dali ou Warhol, finalement, devenu une sorte de figure médiatique. À l'origine, on n'a pas ce personnage aussi connu en 1912. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Mais Braque et Picasso, avec leurs différences, vont justement s'attirer. On peut dire la convergence des contraires, le rapprochement des contraires. Et c'est sans doute pour ça qu'on connaît aujourd'hui beaucoup plus Picasso. Il a aussi une production qui est beaucoup plus importante en termes de quantité. Picasso, c'est un boulimique de peinture, et puis il crée plusieurs œuvres par jour. Il va très vite. Je crois qu'on estime plus de 3. Enfin, là où Braque fait une œuvre, lui, il en fait 3. Donc, au terme d'une vie, on est dans des volumes beaucoup plus importants. Voilà, sûrement pour cette dualité. C'est une histoire très complémentaire, tous ces deux artistes. On a l'impression qu'ils se complètent l'un et l'autre par leur vécu, par leur talent, par leur façon de voir les choses, par leur parcours aussi. Oui, tout à fait. Ils se complètent et ils s'apportent justement ce qui leur manque. Comme le disait, Braque a cette connaissance, je dirais, très matérielle, très sensible de la peinture. C'est lui qui va, par exemple, à Sorgues, avoir l'idée d'ajouter du sable, de la suture, essayer de trouver des effets de matière. Il n'hésite pas à expérimenter sur la peinture en tant que matière. Évidemment, on peut penser à tout l'héritage qu'il a eu
de sa famille, de son père, qui est peintre décorateur. Hein. Donc, on est dans ce rapport très sensible, tandis que Picasso est dans une virtuosité, une aisance à peindre, et va pousser Braque à se dépasser. Ils vont se pousser l'un l'autre. C'est tout à fait... c'est tout à fait fascinant. Et si on prend uniquement les 3 mois qu'il passe à Sorgues, on voit que chacun va amener sa propre sensibilité et arriver à une sorte d'art collectif. Parce que ce qu'on n'a pas forcément dit, c'est que le cubisme qu'ils inventent est un cubisme oui, qui suit la même voie. À un moment donné, ces 2 artistes ne vont plus signer leurs œuvres. Donc, ils recherchent en quelque sorte à sortir d'une logique d'un art qui serait purement expression personnelle pour inventer une peinture qui soit née de deux altérités, de deux personnalités. Et ça, c'est assez rare dans l'histoire de la carrière de Picasso. On peut aussi le remarquer. Picasso, quand on considère toute sa carrière, est quelqu'un qui va peindre, qui va profondément s'inspirer de sa vie, de ses muses, de ses femmes, on le sait, qui va beaucoup mettre sa vie dans son art. On peut reconstituer pratiquement au jour le jour ce qui se passe dans sa vie. Et pendant cette courte parenthèse des années avec Braque, il va presque être dans un art beaucoup plus apaisé. Il y a des éléments autobiographiques, mais ça lui permet de mettre de côté un peu son ego, son tempérament, son rapport aux choses, et il va être dans une démarche beaucoup plus d'expérimentation, de recherche. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant. Chacun, on voit bien, amène quelque chose. On pourrait dire Picasso amène cette énergie de créative, de recherche, de renouvellement. Et Braque a un rapport plus sensible également, cette recherche d'un art qui serait, qui ne serait pas personnel, qui ne serait pas autobiographique, mais qui serait vraiment une recherche purement picturale. Alors justement, vous parlez d'ego. C'est vrai qu'on a tendance à se demander quel est le lien fort qui a su les faire grandir ensemble quelque part, sans justement avoir cet ego qui, de part d'une jalousie par rapport à l'autre artiste. Qu'est-ce qui les a menés? Quel est, à votre sens, le lien qui les a vraiment embarqués dans cette nouvelle histoire de l'art moderne, le cubisme? On peut dire que s'il y a un lien, si Braque et Picasso sont des frères en art, on peut dire que c'est parce qu'ils ont aussi une certaine figure paternelle qui est Cézanne. C'est-à-dire qu'ils ont comme modèle, enfin ils ont un même modèle, qui est Cézanne, qui va très profondément marquer d'abord Braque, qui va, à la mort de Cézanne, venir à l'Estaque, sur vraiment les traces du maître, et donc essayer de retrouver les endroits où il a créé. Et Picasso, de la même manière, va dire que Cézanne, c'est la mère qui protège ses enfants, qu'ils sont sentis encouragés par la peinture de Cézanne. L'art, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est d'abord ce que l'on connaît, ce qui est montré et reconnu à l'époque, c'est l'impressionnisme. Enfin, il y a eu tous les scandales impressionnistes dans les salons à la fin du XIXe siècle, mais très vite, les impressionnistes deviennent célèbres, reconnus, exposés. Et Cézanne amène une forme de solidité, là où les impressionnistes, comme Monet, était dans une sorte de dissolution lumineuse du paysage ou de la figure. Cézanne va chercher à structurer, à géométriser, à rendre une forme de densité à la représentation. Et pour Braque et Picasso,
c'est vraiment la voie à suivre. Et c'est pour ça que quand ils se rencontrent, ils ont des tempéraments très différents. Ils n'ont pas du tout la même position, hein. Picasso étant en 1907 beaucoup plus reconnu déjà à l'époque. Il est passé par les périodes bleues et roses que l'on connaît. Donc il a ce sens du dessin qui est reconnu par les collectionneurs. Il est collectionné dès cette époque-là, tandis que Braque est vraiment encore fait beaucoup plus figure de jeune artiste. Mais quand ils se rencontrent, je pense que cette question de l'ego passe un peu en arrière-plan parce que ils ont tous les deux ce même amour, cette même admiration pour Cézanne, et donc ils vont tout simplement suivre cette voie ensemble. Alors vous, Ariane Coulondre, ce n'est pas la première conférence que vous animez sur ces deux artistes. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement? Parce que vous faites partie vous êtes une jeune femme, vous êtes nouvelle génération. Qu'est-ce qui vous a touché? C'est une histoire de votre plus jeune enfance. Qu'est-ce qui vous a marqué à travers ces deux artistes-là? Déjà, je suis conservatrice du patrimoine. C'est un métier que j'ai choisi parce que effectivement, la création artistique, le patrimoine me touche en tant que personne. Je pense que sont des choses qui sont difficiles à expliquer parce qu'effectivement, ça ne passe pas par les mots. On ne passe pas par les mots quand on regarde de peinture. On est d'abord dans une émotion, dans une couleur, dans une image. Euh, et moi, j'ai très, très rapidement eu envie de transmettre, d'expliquer ce qui se passait, de donner du sens. Les œuvres, elles peuvent très bien, elles existent, hein, et je pense que tout le monde est amené ou peut être amené à être touché, quel que soit son niveau de connaissance. Mais ensuite, moi, j'ai assez rapidement eu envie de donner du sens, justement, quand on regarde ce que Braque et Picasso ont fait ici à Sorgues. C'est vrai que de pouvoir donner des éléments du contexte historique, des éléments autobiographiques, enfin des éléments biographiques, tout ça fait progresser l'émotion. Je pense que la connaissance fait progresser l'émotion. Et voilà, j'ai eu envie de transmettre cette histoire. C'est vrai que moi, je suis particulièrement sensible à l'art moderne, l'art du 1er XXe siècle. C'est une question de goût, c'est une question aussi d'histoire. Moi, j'ai passé beaucoup d'été dans le sud et je suis venue très souvent à la Fondation Mag. J'ai visité beaucoup de musées enfants, Musée national d'art moderne aussi, où je travaille aujourd'hui. C'est une chance énorme, bien sûr. Et sont des œuvres qui m'ont touchée, je pense, par leur liberté. C'est vrai que ces artistes-là ont eu, au début du XXe siècle, un défi énorme de réinventer la peinture après des siècles d'une peinture qui était relativement, je dirais, structurée en termes de règles avec l'Académie. Il y avait la représentation de l'espace avec la perspective, la représentation du corps avec les canons académiques. Et tout d'un coup, on se retrouve au XXe siècle avec un contexte radicalement nouveau, que je décrivais un peu avant, qui encourage ces artistes à inventer. Et voilà, moi, ça me fascine, c'est la liberté d'inventer de ces artistes qui vont chercher des choses nouvelles. Et déclencher aussi des choses nouvelles. Absolument. Et je crois que les œuvres sont particulièrement réussies quand on peut se dire face à elles, ah mais je savais pas qu'on pouvait faire ça, je savais pas que l'art ça pouvait être ça. Tout d'un coup il y a un morceau de voile qui se soulève et on se dit voilà, on se trouve face à une émotion qui n'est pas forcément, je dirais, sous-tendue par de la connaissance. On connaît pas forcément les artistes, on connaît pas forcément le contexte, mais il y a quelque chose qui nous touche. Et voilà, c'est pour cette raison, je pense que je suis sensible à l'art du XXe siècle. Merci beaucoup, Ariane Coulondre. Merci.